J'espère que Bonjour tout le monde. Bienvenue à nouveau au cours de physique 3025, introduction à la physique quantique. Je me nomme Ndam Amassa Kevin, doctorant à l'université de Yaoundé 1 dans le département de physique, laboratoire de mécanique matériaux structure, parcours sciences des matériaux. Le responsable de cette unité d'enseignement est Nanengo Serge Gouy, professeur à l'université de Yaoundé 1, faculté des sciences, département de physique. Aujourd'hui, nous parlerons des fonctions d'état et paquets d'ondes. Il s'agira en quelque sorte de présenter la théorie quantique dans un espace continu. L'idée fondamentale qui a donné naissance à la mécanique ondulatoire est qu'il y a lieu d'associer à la matière un phénomène ondulatoire, tout comme à la théorie du rayonnement et de l'effet photoélectrique, conduit à associer aux ondes lumineuses un corpuscule de lumière qu'on a appelé le photon. L'objet central de ce que nous ferons aujourd'hui est la présentation de la mécanique ondulatoire particulièrement adaptée à la description du mouvement d'un quantum dans l'espace continu. Bien évidemment, l'objet central qui sera utilisé tout au long de ce cours est la fonction d'état, qui est une fonction à valeur complexe, solution d'une équation d'onde. Notre chapitre sera donc structuré ainsi qu'il suit. En 1, nous parlerons des propriétés des opérateurs x et p, en 2 de l'équation de Schrödinger, en 3, nous parlerons de l'opérateur de translation, en 4, nous reviendrons sur le théorème d'Ahrenfest pour un quantum dans un potentiel Vx. Et enfin, au 5, nous parlerons de l'évolution du paquet d'ondes libres. Pardon. À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de maîtriser les propriétés des opérateurs x et p qui agissent dans l'espace continu, maîtriser la description du mouvement d'un objet quantique dans R3 à travers la projection des amplitudes de probabilité sur les états de localisation dans l'espace, appelés amplitude de localisation ou fonction d'état de localisation ou encore abusivement appelée fonction d'onde. Comprendre la notion de paquet d'onde et enfin comprendre la physique de l'évolution temporelle d'un paquet d'ondes. Alors, lorsque nous étudions un quantum plongé dans un potentiel Vx indépendant du temps, le long d'une droite entre moins l'infini plus l'infini, ça c'est en dimension 1, les grandes physiques pertinentes sont la position et l'impulsion, représentées par les opérateurs grand X et grand P. Regardons de plus près leurs propriétés. Alors, il faut d'abord noter que nous pouvons choisir de travailler en représentation X ou alors travailler en représentation P. Représentation X pour simplement dire que la variable continue qui est utilisée est la variable X et la représentation P pour dire que la variable continue qui est utilisée est la représentation est la variable impulsion. Et ces deux représentations sont équivalentes. Premièrement, nous remarquons que les opérateurs x et p sont hermitiens. S'ils sont donc hermitiens, leurs valeurs propres sont par essence des réels. Alors, par rapport aux valeurs propres, l'opérateur x comme l'opérateur p peut prendre n'importe quelle valeur sur l'axe des positions ou des impulsions entre moins l'infini et plus l'infini. Ces deux opérateurs ont donc un spectre continu. Dans l'espace continu, nous pouvons aussi poser la question de savoir que devient le produit scalaire. Alors, en représentation x, le produit scalaire entre deux vecteurs d'état, x et x' est égal à delta de x' moins x. Et entre p et p' égal à delta p' moins p. Où delta ici représente la distribution de Dirac. La relation de fermeture dans l'espace continu se fait en sommant de façon continue tous les projecteurs sur les différents états, que ce soit dans la représentation X ou alors dans la représentation P.
Il est donc possible de passer d'une représentation à une autre via les amplitudes de transition. L'amplitude de transition permettant de passer de la représentation x à la représentation p est donnée par exponentielle de moins ipx sur h bar racine de 2 pi h bar. Celle qui permet de passer de la représentation p à la représentation x est égale à exponentielle de plus ipx sur h bar, tout ceci divisé par racine de 2 pi h bar. En représentation x, l'opérateur p est donc un opérateur différentiel, comme en représentation p également, l'opérateur x est un opérateur différentiel. Ce que nous appelons quête x ici, là, représente en fait l'état où la position est localisée en fait exactement à x sur la droite des réels. Et quête de p ici est un état où l'impulsion est exactement connue. Ces états sont physiquement irréalisables simplement parce qu'ils démontrent une précision infinie dans la position ou l'impulsion, alors que x et p, qui sont les valeurs propres respectivement de l'opérateur position et l'opérateur impulsion, peuvent prendre n'importe quelle valeur dans R. La distribution en fonction delta de Dirac est définie à la relation 1. Regardons de plus près cette distribution de Dirac. Dans la vidéo précédente, ou plutôt celle d'avant, je t'ai présenté la fonction échelon unité, qui est une fonction assez exotique, je dois dire, par rapport aux fonctions avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et je te l'ai présentée parce que beaucoup de systèmes physiques se comportent de cette façon. On a rien ne se passe pendant un long moment et d'un coup, hop, il se passe quelque chose. Et bien sûr, ça ne se passe pas exactement comme ça, hein, mais la fonction échelon unité s'en rapproche pas mal. Dans la même idée, parfois on a rien ne se passe pendant un moment et bam, d'un coup, quelque chose se passe rapidement et aussi rapidement à nouveau, rien ne se passe. Ça, c'est une impulsion. Et on parle de fonction impulsion unité ou impulsion de Dirac ou même fonction de Dirac. Mais alors, quel type de fonction nous permet de modéliser ce type de comportement avec un pic comme ça, avec une impulsion? Idéalement, on voudrait une fonction où rien ne se passe pendant un moment et puis d'un coup, hop, on a un pic mais qui a une aire finie et ensuite on revient à notre situation initiale, c'est-à-dire à 0. Disons qu'on a 0 ici et on représente ça souvent avec une flèche comme ça. Alors, c'est un peu par abus de langage qu'on appelle ça une fonction, mais dans cette vidéo, on va en effet appeler ça une fonction, la fonction de Dirac. Et cette fonction, on la note généralement delta de t, et on la définit de façon plutôt informelle comme étant égale à... Alors, on dit qu'elle tend vers plus l'infini si t est égal à 0, et elle est égale à 0 partout ailleurs, c'est-à-dire quand t est différente de 0. Alors tu te demandes peut-être comment est-ce qu'on va se servir de ça? Comment est-ce que par exemple on peut déterminer l'intégrale de ça? Eh bien ça en fait, ça fait partie de la définition de la fonction. En effet, l'intégrale de cette fonction, intuitivement que ça, on peut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction de Dirac, donc delta de t dt, c'est aussi égal à 1. Avec cette fonction de Dirac, on a un pic vers l'infini à t égale 0, n'est-ce pas? Donc si je dessine ça rapidement, on a l'axe des abscisses, comme ça, et alors juste à t égale 0, ici on a 0, à t égale 0, la fonction de Dirac sort d'un seul coup, comme ça, ici c'est notre fonction delta de t. D'habitude, on s'arrête de monter à 1 pour signifier que l'air c'est 1, et on dessine une flèche comme ça. Mais alors, que se passe-t-il si on veut déplacer ce pic? Comment est-ce que je représente, disons, delta de t moins 3? Eh bien, c'est juste une translation horizontale vers la droite de 3. Quand t égale 3, ça devient la fonction de Dirac de 0. Alors, graphiquement, ça ressemble à quoi? Graphiquement, ça ressemble à... Alors, on a l'axe des abscisses, c'est l'axe de t, puis l'axe des ordonnées ici.
On va dire que ici, c'est 1, et puis on a quelques points ici, 1, 2, et puis ici, on a le point t égale 3. Et donc cette translatée de la fonction de Dirac, c'est 0 de partout, c'est 0 de partout, sauf à 3, ça tend infiniment vers le haut. Sauf que bien sûr, je n'ai pas assez de place ici pour dessiner un pic qui tend vers l'infini. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine une flèche dont la longueur, c'est 1. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on dessine cette flèche de la longueur de l'air sous le pic, c'est-à-dire ici 1. Alors que ce soit clair, ça ne dit pas que la fonction vaut 0 partout, sauf à 3, elle va jusqu'à 1 et revient ensuite à 0. Non, ça dit juste que l'air sous la fonction vaut 1. Ce pic doit monter très très haut pour avoir une aire de 1, étant donné que la base est très petite. Donc, l'air sous cette impulsion de Dirac, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Attention, ici, on a la translatée de la fonction de delta de t. On a delta de t moins 3 dt, et l'air, c'est quand même 1. C'est pourquoi j'ai fait aller cette flèche jusqu'à 1. Si je veux, alors je change de couleur, si je veux maintenant 2 fois delta de t moins 2, comment est-ce que je représente ça? Eh bien, pareil, je vais cette fois jusqu'à 2, ici on a 2, donc ma fonction vaut 0 tout le temps, sauf quand t égale 2, j'ai la fonction de Dirac de 0, c'est-à-dire c'est là où on a le pic, l'impulsion, et on multiplie ça par 2, donc on dessine une flèche 2 fois plus grande. Alors, ces deux impulsions ici tendent vers plus l'infini, mais celle-là va 2 fois plus haut que l'infini. Enfin, je suis d'accord, c'est un peu ridicule comme image, mais l'idée ici, c'est que l'air sous cette courbe-là doit être égal à 2 fois l'air sous cette courbe-là. Et c'est pourquoi notre flèche va jusqu'à 2 ici, parce que l'air sous cette courbe, c'est 2. Je suis d'accord, tout ça, c'est un peu abstrait. Mais c'est quelque chose qui va nous servir pour modéliser ce genre d'impulsion. Rien ne se comporte vraiment comme ça, hein, mais dans beaucoup de phénomènes en physique, on observe cette impulsion, ce pic, et au lieu d'essayer de rechercher la forme exacte de ce pic, on peut tout de suite penser à une fonction de Dirac. Et juste pour te donner une Alors, utilisons donc la relation 1 pour qui dit qu'en fait l'intégrale entre x1 et x2 dx d'une fonction f de x delta x moins x0 est égal à f de x0 si x0 est pris entre x1 et x2 et 0 sinon. Utilisons cette relation pour examiner les différents exemples suivants. Exemple 1.1, fonction delta. On nous dit la fonction delta la fonction delta centre la fonction f de x à sa valeur en x égale x0 et est définie par la relation 1. On demande donc d'évaluer les différentes intégrales. Si nous prenons la première qui dit que l'intégrale entre moins 3 et 1 de x au cube moins 3x carré plus 2x moins 1, tout ceci multiplié par delta x plus 2 dx, nous voyons que dans cet exemple-là, notre x0 c'est moins 2. Et ce moins 2-là est effectivement compris entre moins 3 et 1. Donc, il suffit de revenir à ce niveau et de remplacer x par moins 2 pour avoir le résultat de l'intégrale qui nous donne moins 25. Il en est de même pour la deuxième intégrale. Regardons la troisième. La troisième, notre x0 c'est 2. Nous voyons très bien que 2 ici n'est pas compris entre moins 1 et 1. Donc, cette intégrale prend la valeur 0 selon la deuxième option de la relation 1. Regardons l'exemple 1.2. Passage d'une gaussienne de la représentation x à la représentation p ou encore de la base de x à la base de p. On donne en représentation x la fonction, la gaussienne psi x0 p0 sigma de x égale à bras x
ket x0 p0 sigma égale à 1 sur pi sigma carré, le tout à la puissance 1 quart exponentielle de ip0 x sur h bar moins, en parenthèse, x moins x0, le tout au carré divisé par 2 sigma carré. Où ici p0 et x0 sigma sont des paramètres réels. X moins x0 représente la valeur moyenne ou espérance. Sigma est l'écart type ou la variance, et donc la valeur à mi-hauteur est donc 2 racine de 2 ln de 2 sigma. Après une mesure de la position du pointon, je vais dire, le pointon subit un brusque changement de x0 p0 sigma à ket de x, car c'est son état après la mesure, et se concentre spatialement sous la forme d'une gaussienne. En représentation P, on a donc notre fonction égale à ket de x0 p0 sigma bras de P, qui est égal à l'intégrale, c'est-à-dire on vient ici au niveau de la barre verticale, on met en fait, on introduit la relation de fermeture qui est égale à la matrice qui est égale à l'unité en représentation x. Ceci nous permet de reconnaître dans la nouvelle expression l'amplitude de transition de la représentation x à la représentation p, et de l'autre côté on remarque la fonction, la gaussienne dépendant de x. On peut donc remplacer ces deux termes par leurs expressions et obtenir en fait ce terme-ci, tout en mettant la constante avant, tout en écrivant la constante avant l'intégrale. Alors cette intégrale est une intégrale gaussienne qui peut être obtenue, qui peut être calculée, et on obtient ce résultat final. On remarque donc que ces deux expressions, c'est-à-dire la gaussienne en représentation P et la gaussienne en représentation X, sont formellement identiques à un facteur de phase constant près. Voilà. Exemple 1.3, propriété d'une fonction d'état. Alors, fonction d'état ici doit garder en fait la propriété d'une fonction, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a manipulée dans les intégrales. Ceci veut dire que premièrement, elle doit être continue. Non seulement elle doit être continue, mais elle doit aussi être dérivable. Nous voyons donc que les fonctions, les graphes des figures A et B déjà ne respectent pas ces deux expressions, ces deux propriétés. Alors, par rapport au graphe C, on remarque que cette fonction qui est représentée là a des valeurs non uniques. Et enfin, quand on regarde le graphe D, on se rend compte que la fonction peut prendre une infinité, peut être, je veux dire, infinie dans des régions finies, ce qui n'est pas propre à la fonction d'état. Alors, densité de probabilité. Exemple 1.4. On nous dit, un phénomène physique est représenté par la variable x qui ne peut prendre que les valeurs moins 2, avec la probabilité 1 quart, moins 1 avec la probabilité 1 quart, et pour toute valeur réelle et positive, la densité de probabilité est ρ plus de x égale à alpha sur 2 exponentielle de moins alpha x, avec alpha positif et strictement différent de 0 et différent de 0. On lui demande donc en 1 d'exprimer la densité de probabilité ρx
pour x pris entre moins l'infini et plus l'infini et vérifier que la somme des probabilités dans l'espace est 1. En 2, on nous demande de calculer les probabilités pour x compris entre petit a et petit b, avec petit a et petit b supérieur ou égal à 0. Et pour que x et pour x compris entre moins 3,5 et 1 sur alpha. En 3, on nous demande de calculer les valeurs moyennes des grandeurs x et x carré. On utilisera la fonction sous de Heaviside, définie par h de x moins x0 égale à 0 si x est inférieur à x0 et 1 si x est supérieur égal à x0. Et la dérivée de cette fonction de Heaviside par rapport à x est égale à la fonction delta de Dirac. Lorsque nous regardons cette fonction de Heaviside, nous voyons qu'elle se comporte de la même façon que la fonction échelon. C'est une fonction qui permet d'approximer en fait les fonctions continues. Revenons maintenant à la question 1. Si on tient compte des propriétés des fonctions delta et de Heaviside, on peut écrire. Déjà, la question 1 parlait d'exprimer la densité de probabilité ρx pour x compris entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, ici, déjà, nous avons une fonction delta de Dirac en moins 2. Pourquoi en fait? Parce que lorsque nous regardons, en fait, nous examinons le phénomène physique, on comprend que partant de moins l'infini jusqu'à moins 2, rien ne se passe. En moins 2, il y a quelque chose qui se passe avec une probabilité de 1/4. Entre moins 2 et moins 1, rien ne se passe. En moins 1, quelque chose se passe avec la probabilité 1/4 et ces quelque chose peuvent être approximés par des fonctions delta de Dirac. Et après 0, on a toute une fonction, toute une densité de probabilité qui est continue. La densité de probabilité totale donc ne sera rien d'autre que la somme en fait de ces différentes densités. Ici, c'est delta de x plus 2 simplement parce que notre x0 c'est moins 2. Et ici, c'est x plus 1 simplement parce que notre x0 c'est moins 1. Et ici, c'est la probabilité 1/4 qui était définie de l'autre côté. Et enfin, ici, nous avons la partie continue de la densité de probabilité. On peut donc vérifier aisément que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de ρx dx est égale à 1. On peut examiner ça comment? Ça fait ici, on remplace, c'est-à-dire ρx par son expression qui est ceci. Ou partant de moins l'infini à 0, nous avons les deux premières fonctions, ou encore les deux premières densités de probabilité. Et partant de 0 jusqu'en plus l'infini, nous avons la troisième densité de probabilité. Alors, nous sommes tous d'accord que moins 2 comme moins 1 appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0. Ce qui fait donc que le résultat de cette intégrale n'est rien d'autre que 1/4. Celui de cette autre intégrale n'est rien d'autre que 1/4. Il reste donc à examiner l'intégrale de cette fonction qui est exposée de moins alpha x, parce qu'en fait l'intégrale c'est normalement c'est entre 0 et plus l'infini, et lorsque x est supérieur ou égal à 0, cette fonction de Heaviside prend sa valeur 1 et on peut évaluer cette intégrale qui nous donne 1 sur alpha. Et en sommant donc toutes ces différentes probabilités, on obtient 1. Pour la question 2, si nous partons de la définition qui dit que la probabilité
de trouver un quantum entre A et B est égal à l'intégrale entre A et B de la densité de probabilité multipliée par dx. On peut donc écrire ceci, où ici notre densité de probabilité est celle que nous avons définie depuis le départ. Étant donné que A et B sont positifs, moins 2 ne pourrait être compris entre deux nombres positifs. Moins 1 également ne pourrait être donc compris entre deux nombres positifs, ce qui fait que les deux premières intégrales valent 0. Et la troisième intégrale, il suffit ici d'intégrer la fonction exponentielle de moins alpha x entre A et B et nous obtenons ce résultat. Lorsque le quantum est entre moins 3,5 et 1 sur alpha, nous voyons que, en fait, sur cet intervalle de droite, on a la fonction delta représentée en moins 1. Parce qu'en fait, la fonction delta représentée en moins 2 n'existe pas dans cette intégrale, dans cet intervalle ou encore dans ce segment de droite. Et à partir de 0 à 1 sur alpha, nous sommes dans la partie positive. Donc nous pourrons utiliser la densité de probabilité continue définie dans cet intervalle. Nous pouvons donc découper notre intégrale où la première se fait entre moins 3,5 et 0. La seconde se fait entre 0 et 1 sur alpha. Entre moins 3,5 et 0, donc, nous avons la fonction delta représentée en moins 1. Or, moins 1 étant donc compris entre moins 3,5 et 1 sur alpha, le résultat de cette intégrale donne un quart. Et de même, ici, on peut évaluer l'intégrale de exponentielle de moins alpha x entre 0 et 1 sur alpha et en sommant tous les résultats obtenus, on obtient ce résultat final. Compte tenu de la définition de la valeur moyenne sur x, celle-ci est donnée par l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de la valeur propre x, rho x dx, qui est encore égal à 1 quart intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x delta x plus 2 dx plus 1 quart exponentielle intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x delta de x plus 1 dx plus alpha sur 2 intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x hx exponentielle de moins alpha x dx. C'est encore égal. Moins 2 étant donc compris entre moins l'infini et plus l'infini, cette fonction qui est la fonction x prend simplement sa valeur en moins 2 qui est moins 2. Celle-ci également prend sa valeur en moins 1 qui est moins 1. Et il suffit maintenant de calculer l'intégrale de x exponentielle de moins alpha x entre 0 et plus l'infini qui nous donnera donc ce résultat final. On procède donc de la même façon pour le calcul de la valeur moyenne de x carré et on peut obtenir ce résultat-ci. Équation de Schrödinger. Nous nous intéressons maintenant à l'équation d'évolution de la fonction d'état. Considérons une particule de masse m en mouvement dans un potentiel Vx indépendant du temps. Le Hamiltonien associé à cette particule est donné à ce niveau. Si nous remplaçons donc en représentation x l'opérateur impulsion par sa relation vue au tableau 1, en appliquant le postulat d'évolution, on obtient l'équation suivante. Qui représente l'équation de Schrödinger dépendante du temps. C'est une équation différentielle
de premier ordre par rapport au temps, le premier ordre par rapport au temps et de second ordre par rapport à l'espace. Dans un système conservatif, c'est-à-dire un système où l'énergie est une constante du mouvement, il est possible d'écrire la fonction d'état sous la forme suivante. Sous cette forme-ci, en la remplaçant dans cette équation, on obtient cette équation-ci où exponentielle de moins IHT sur H bar est un nombre, donc peut être simplifié. Une fois qu'on simplifie donc ça, ces deux expressions, on obtient l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Cette équation est encore appelée équation stationnaire ou encore équation aux valeurs propres. Utilisons à présent cette équation pour rechercher les niveaux d'énergie et les fonctions d'état d'un électron dans un potentiel nul en mouvement dans une cavité cubique. Exemple 2.1. Dégénérescence des électrons dans une cavité cubique. On considère un électron de masse m soumis à une énergie potentielle nulle à l'intérieur, une énergie potentielle nulle à l'intérieur d'une cavité cubique de côté L. Les fonctions propres et les valeurs propres de cet électron sont pour Ni égale à Nx, Ny, Nz positif, phi Nx, Ny, Nz égale à cette expression et l'énergie égale à cette expression. Alors, on peut donc compléter le tableau suivant en cherchant l'énergie du premier niveau, l'énergie du second niveau, l'énergie du troisième niveau, tout en tenant compte des différents niveaux de dégénérescence et des fonctions d'état. Alors, pour le premier niveau, Nx, Ny, Nz peuvent prendre les valeurs 0, 0, 0 et on a la première valeur de l'énergie qui représente l'énergie de l'état fondamental et cette énergie-là est une fois dégénérée. En d'autres termes, un non dégénéré. En remplaçant donc dans cette expression Nx, Ny, Nz par 0, 0, 0, on peut avoir la fonction d'état correspondante. On peut donc prendre le second niveau d'énergie où Nx, soit Nx ou Ny ou encore deux de ces indices peuvent prendre les valeurs 0 et l'autre prend la valeur 1. Nous avons le deuxième niveau d'énergie et ce deuxième niveau d'énergie lui est 3 fois dégénéré car nous avons 3 combinaisons dans lesquelles deux indices ont deux valeurs nulles et l'autre indice prend la valeur 1. Le troisième niveau d'énergie peut être obtenu en remplaçant les deux de ces indices par 0, 0, 0 comme tout à l'heure et l'autre indice prend la valeur 2. Je vais dire remplacer deux de ces indices par les valeurs 0 et je vais dire 1 de ces indices par la valeur 0 et deux autres par les valeurs 1. C'est aussi un niveau qui est 3 fois dégénéré car on ne peut qu'avoir 3 possibilités où deux indices prennent la valeur 1 et l'autre prend la valeur 0. En remplaçant
ces différents indices dans la fonction d'état total, on peut avoir les trois fonctions associées à cette valeur de l'énergie, comme le montre ce tableau. Opérateur de translation. On souhaite transcrire les idées développées dans le cadre de la mécanique analytique à la mécanique quantique. On s'intéresse donc à l'effet introduit par une transformation. Dans notre cas, il s'agit d'une translation. En tenant compte de l'expression de P en représentation X, l'opérateur unitaire de translation A suivant OX est donné par la relation 3. On a les propriétés donc suivantes qui en découlent. Le quai de A est obtenu en translatant l'état associé à la position nulle, à la position correspondant à x égale 0. Et l'état x plus A est obtenu en translatant de A la position x. En faisant tendre A vers 0, dans ces expressions-ci, on obtient le commutateur entre x et p qui est égal à IH bar multiplié par la matrice identité. Et de façon générale, le commutateur entre xi et pj est égal à IH bar delta de ij. Utilisons donc cette propriété de translation pour examiner la modification de la fonction de θ. Alors prenons soit psi x et psi k, une fonction d'état et sa transformée de Fourier. On demande de donner une interprétation physique de l'état résultant de la multiplication de psi k par exponentielle de moins i ka, la multiplication de psi x par exponentielle de moins i k 0x. Alors, puisque psi x est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dk psi k exponentielle de ikx, la multiplication de psi k par exponentielle de moins ik donne ceci. Voilà. Alors, on peut donc regrouper les deux-ci pour obtenir cette expression qui n'est rien d'autre que psi de x moins a. Si l'on tient compte de cette définition, nous pouvons donc conclure que la fonction d'état spatial original translate de a. Ainsi, exponentielle de moins ika apparaît comme l'opérateur de translation spatiale de pas a suivant l'axe des x. Faisons la même chose avec la seconde fonction d'état. En la multipliant donc par exponentielle de moins ikx, de moins i k0x, on obtient, et en regroupant, on obtient cette expression qui n'est rien d'autre que psi de k plus k0. Dans l'espace des impulsions, la fonction d'état originale est accélérée ou boostée de k0 ou de h bar k0. Ainsi donc, ce qu'on peut dire, c'est que le exponentiel de moins ik0x apparaît comme l'opérateur d'accélération ou encore opérateur de boost de k0 dans l'espace des impulsions. On parle aussi d'opérateur de boost. Théorème d'Ahrenfest pour un quantum dans un potentiel Vx indépendant du temps. Le théorème d'Ahrenfest du nom du physicien Paul Ahrenfest relie la dérivée temporelle de la valeur moyenne d'un opérateur quantique ici noté A au commutateur
de cet opérateur avec le hamiltonien. Dans notre cas, le hamiltonien est donné par la somme des opérateurs énergie cinétique et énergie potentielle. Lorsque nous utilisons donc ce théorème pour évaluer la valeur moyenne de la position, la dérivée de la valeur moyenne de la position par rapport au temps, nous trouvons que celle-ci est égale à la valeur moyenne de l'impulsion par rapport divisé par la masse. De la même façon, nous évaluons la dérivée de la valeur moyenne de l'impulsion par rapport au temps, et celle-ci est égale à moins la valeur moyenne de la dérivée par rapport à la variable x du potentiel. En regardant ces deux expressions que nous venons de calculer, on retrouve bien les lois de la mécanique classique en valeur moyenne. Ceci confirme encore le principe de correspondance. On peut donc voir les lois de la mécanique classique comme étant valables en valeur moyenne par rapport à la réalité quantique sous-jacente. C'est la théorie, c'est, comme je le disais tantôt, le théorème de correspondance vu au chapitre 2. Utilisons ce théorème d'Ahrenfest pour évaluer la dérivée de la valeur moyenne de ce produit d'opérateur par rapport au temps, de manière à revérifier revérifier en fait le principe de correspondance entre deux autres grandeurs de la mécanique classique. Nous prenons ici notre énergie cinétique comme étant égale à P carré sur 2m et Vx égale à alpha x à la puissance n. Alpha est une constante et n est un entier. Et dans un état stationnaire, ce que nous savons, c'est que le commutateur entre x et p et h est égal à 0. Or, réexaminons d'une autre façon ce commutateur. Ici, en remplaçant h par son expression. Une fois donc qu'on a remplacé h par son expression, on peut écrire ce commutateur comme une somme de deux commutateurs. Où le premier est celui-ci, on met x en facteur, x en facteur à gauche, et le second c'est celui-ci, on met l'opérateur p en facteur à droite. Alors, en utilisant donc la propriété qui donne le commutateur d'un opérateur et de la puissance d'un autre opérateur, on peut obtenir en fait cette expression pour ce premier commutateur et cette deuxième pour ce deuxième commutateur. En mettant donc IH bar en évidence, on obtient cette relation. On a donc par conséquent l'équivalent du théorème du viriel qui dit que la valeur moyenne de l'énergie cinétique est égale à la valeur moyenne du potentiel. Lorsque n est égal à 2, nous avons afin un potentiel harmonique. On a la valeur moyenne de l'énergie cinétique qui est égale à la valeur moyenne du potentiel. Évolution du paquet d'ondes libre. Un paquet d'ondes est une superposition d'ondes planes. Pour décrire son évolution, nous devons faire appel à l'équation d'évolution et à l'hamiltonien H. Nous allons nous restreindre pour l'instant au cas où l'énergie potentielle est nulle et le hamiltonien se réduit simplement à sa partie énergie cinétique. On parle donc d'un paquet, d'un quantum libre. Et dans ce cas donc, il est clair que
H est une fonction de P dont le commutateur entre H et P est égal à 0. En d'autres termes, les états propres de P sont états propres de H. En appliquant donc le théorème d'évolution sur ces états, on obtient cette expression. Il s'ensuit donc que la fonction d'état évolué peut s'écrire de cette façon, où la partie dépendante de T peut être obtenue à partir de l'équation d'évolution connaissant la partie dépendante de T à l'instant T égale 0. En introduisant à ce niveau la relation de fermeture en représentation P, on obtient cette expression, tout en remplaçant ceci par son expression qui n'est rien d'autre que l'amplitude de transition, la représentation P à la représentation X donnée dans le tableau 1. En regroupant donc ceci, on obtient ce résultat qui montre effectivement que un paquet d'ondes n'est rien d'autre qu'une fonction, une superposition d'ondes planes. Supposons maintenant que notre paquet d'ondes soit la superposition d'un ensemble de quantums préparés indépendamment dans le même état. C'est par exemple le cas d'une source de photons unique dans l'expérience des fentes duo. Ces photons passent soit par l'une ou l'autre des fentes. La position X du quantum du paquet d'ondes dans un état peut être considéré donc comme une variable aléatoire régie par la loi de probabilité. Il est alors commode de considérer des moyennes et des dispersions au sens de la théorie des probabilités. La valeur moyenne de grandeur fx dans l'état psi du quantum est le nombre suivant. Ainsi, la position moyenne et l'impulsion moyenne du quantum sont données par ces expressions. L'écart quadratique permet d'obtenir la dispersion en fonction, en position et en impulsion du quantum donné par ces deux relations. Où la première, c'est la dispersion sur la position et la deuxième, c'est la dispersion sur la quantité de mouvement ou encore l'impulsion. Cette dispersion mesure en fait l'écart qu'il y a entre la valeur moyenne de la position et les autres valeurs. La figure de gauche ici représente l'histogramme des probabilités en fonction des valeurs respectives des positions du quantum. C'est une distribution binomiale qui peut être approximée par une gaussienne. Dans cet histogramme, la valeur moyenne de la position représente le barycentre de la distribution et delta x représente la dispersion ou encore la largeur à mi-hauteur qui caractérise, comme je disais, la dispersion de la position par rapport à la valeur moyenne. La figure de gauche, la figure de droite, autant pour moi, représente l'allure des densités de probabilité. Norme de psi x au carré et norme de psi p au carré. On constate que si psi p est concentré autour d'une valeur p égale p0, dans notre cas p0 égale 0, la densité de probabilité sur x s'élargit à mi-hauteur.
et ce d'autant plus que la largeur du spectre est grand ou encore augmente. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que plus le spectre sur la quantité de mouvement est étroit, plus la largeur à mi-hauteur de la densité de probabilité sur la position est grande. Ceci est donc en accord avec les inégalités de Heisenberg. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, regardons la vidéo suivante. Regardons la signification physique de cette inégalité qui est très intéressante. En effet, cette inégalité implique que plus la distribution de probabilité de CDX concentrée au voisinage d'un quelconque point ici le point est égal à 0 pour simplicité, plus la distribution phi de Px sera étalée et vice-versa. Autrement dit, on ne peut pas déterminer de façon arbitrairement précise à la fois la position et l'impulsion de la particule. Il faut préciser ici une chose importante. Quand on parle de précision dans la détermination de la position et de l'impulsion, on n'entend pas la précision d'un instrument de mesure. C'est-à-dire que même si l'instrument de mesure a une précision infinie, nous nous trouvons tout de même face à cette impossibilité de déterminer de façon arbitrairement précise à la fois la position et l'impulsion de la particule. C'est donc une propriété intrinsèque du système. Le cas classique, où nous associons bien à une particule une position et une impulsion bien précises, correspond au cas où le quantum d'action h bar est négligeable, c'est-à-dire quand on peut faire l'approximation des h bar vaut 0. Cette inégalité se généralise sans difficulté pour une particule dans un cas à 3 dimensions. Remarquons au passage que cette inégalité est valable pour tout couple de variables conjuguées et découle des propriétés de la transformée X. On remarque en plus que dans cette inégalité, la seule référence à la physique quantique, c'est d'avoir posé P égale H bar K. En effet, nous allons maintenant démontrer que ces inégalités sont une conséquence directe de la relation de commutation entre l'opérateur position et l'opérateur impulsion. Pour cela, partons d'un cas égal à cette combinaison des observables x' et px' appliquée à un cas de C, où le coefficient lambda est un nombre réel. Ici, l'opérateur x' et l'opérateur position sont... Voilà. Alors, au regard de tout ceci, donc, voici les conclusions que nous pouvons tirer par rapport au mouvement par rapport à l'évolution d'un paquet d'ondes. Le mouvement d'un quantum n'a de sens que si celui-ci est raisonnablement localisé, c'est-à-dire possède une extension spatiale delta x pas trop grande. Ce mouvement ne pouvant être représenté à l'aide d'un seul état stationnaire, il faut un paquet d'ondes qui est une superposition d'ondes planes caractérisée par une suite continue de valeurs P0 prises dans l'intervalle delta P. Delta P étant la dispersion sur l'impulsion. Pour que l'on puisse parler de la vitesse du mouvement du quantum, il faut que la quantité de mouvement du quantum soit assez bien définie et que la largeur de son spectre, delta P, ne soit pas assez grande non plus. Il faut donc considérer des états pour lesquels on a delta P, delta X, delta P sensiblement égal à 1. Les contributions de l'amplitude phi p à psi xt ne doivent donc provenir que du voisinage de P0. Et les phases doivent aussi être voisines que possible afin que les interférences soient constructives. Pardon. Dans ce cas, donc, nous pouvons écrire psi x dt comme étant égal à cette expression
que nous avons déjà développée un peu plus haut, dans laquelle on peut réécrire comme suit. Alors, dans cette seconde expression, delta P est la phase de phi P. Et afin que cette phase, qui est Px moins EP plus delta P, varie le moins possible dans le domaine d'intégration qui entoure P0, on exige que sa dérivée par rapport à P, lorsque P est égal à P0, soit égal à 0, c'est-à-dire atteint son minimum à un P égale 0. Et en examinant ceci, nous obtenons donc la relation suivante qui le point où l'amplitude de densité de probabilité du quantum est maximale, c'est-à-dire le point où on a le plus de chances de le trouver, se déplace d'un mouvement uniforme d'équation x égale à moins vt. X d'une équation, d'un mouvement uniforme d'équation, je vais dire x moins v, gt égale à une constante. Ce Vg ici ne représente rien d'autre que ce qu'on appelle la vitesse de groupe. Le paquet d'ondes se déplace sans déformation dans la direction de x, positif à la vitesse Vg égale donc à la dérivée de l'énergie dépendant par rapport à P, lorsque P est égal à P0, et cette vitesse de groupe est donc égale à P0 sur M. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir au prochain cours qui portera sur l'oscillateur harmonique quantique. Merci.